Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salaire affranchi. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à un courriel que j'ai reçu. Je ne fais que recevoir beaucoup de courriels ces derniers temps. Ça prouve que le bull run est en train de s'approcher, ok? Et j'ai fait cette vidéo parce que j'aimerais donner l'opportunité à tout le monde de comprendre ce que c'est la blockchain, les crypto-monnaies, pour qu'ils puissent se lancer. Ok? Je prends le temps de faire cette vidéo juste pour éduquer certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est la blockchain et les crypto-monnaies, leur importance. Je vais agresser ce courrier que j'ai reçu. Ok? Je vais aller en termes simples, juste couvrir certaines utilités pour pouvoir, et de manière très simple, pour pouvoir réveiller les consciences par rapport à l'importance de la blockchain. Un instant. À l'époque, ok, dans nos villages, dans nos communautés culturelles, dans nos communautés villageoises, dans nos communautés traditionnelles, quand la monnaie n'existait pas, comment les transactions des biens se faisaient, ok? Si par exemple, vous étiez au Cameroun et que vous avez le miondo, les gars, ça c'est le miondo, c'est un mets de chez nous au Cameroun. Les gars, les dames, ça c'est super bon. Si vous n'avez jamais mangé le miondo, c'est que vous ratez quelque chose d'extraordinaire. Le miondo se mange avec du poisson brisé, entre ocre et l'ondolait. Quand vous mangez cette histoire-ci, avec le poisson brisé et l'ondolait, vous avez l'impression d'entrer au paradis. C'est super cool, quoi. Bon, pour revenir sur le sujet, si j'avais les miondo et que je voulais manger du pain, il fallait que j'aille dans ma communauté villageoise, trouver quelqu'un qui a du pain. Donc, et quand j'ai rencontré cet individu ou cette personne qui avait du pain, je lui donnais du miondo. Il fallait que la personne veuille aussi manger du miondo ou ait besoin du miondo. Donc, je lui donnais du miondo et il prenait le pain. Je lui donnais le miondo et il me donnait le pain. OK? C'est comme ça que le croc s'est passé. La difficulté avec le croc, c'est quoi? Maintenant, si j'ai du miondo, OK, je vais rencontrer la personne, je veux manger du pain. Je vais rencontrer la personne qui veut manger, qui a du pain et que la personne qui a du pain ne veut pas les miondo. Donc, ça crée une difficulté de transaction. OK? Peut-être que la personne qui voulait manger du pain voulait plutôt de la viande. OK? Donc, et peut-être la personne qui a de la viande veut manger du miondo. OK? Donc, et moi, je ne veux pas manger de la viande. Je veux du pain. Il fallait que je trouve cette personne qui a besoin, qui a de la viande et qui veut manger du pain. Donc, je lui donne le miondo, je prends le pain, je lui donne le pain, je prends la viande, je vais lui donner. Et la personne qui veut manger du pain, et la personne qui veut manger du pain prend de la viande et la transaction se passe. Et la personne qui a besoin du miondo prend le miondo. Donc, et vous voyez, cette transaction pouvait se passer. Vous voyez que ça devient complexifié. C'est pour ça qu'avec le temps, il fallait trouver un moyen plus facile à gérer ces transactions-là. C'est là qu'il y a eu de la monnaie a commencé à exister. Et il fallait trouver une monnaie qui était acceptable par tout le monde. On a commencé à utiliser des objets rares, par exemple les corées, de l'or et autres, de l'argent et autres. Okay? C'est comme ça que la monnaie naît. Okay? Parce que la monnaie est acceptable. Il fallait trouver quelque chose qui est acceptable par tout le monde. Si j'avais du million d'or, je pouvais aller chez cette personne qui a besoin du million d'or, il me donne de l'argent. Et avec de l'argent, je vais acheter peut-être du pain et de la viande. C'est là que les transactions financières commencent à se créer avec le temps. Okay? C'est comme ça que, avec le temps, le système financier commence à se construire. On commence à créer de la monnaie. OK? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le dollar, ça c'est le dollar canadien, je vais parler du dollar américain. Le dollar américain devient la monnaie acceptable à travers le monde en 1944, OK? Avec les institutions de Bretton Woods. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la monnaie américaine n'a toujours pas été la monnaie acceptée par tout le monde. Chaque puissance internationale, chaque puissance mondiale imposait sa monnaie à travers le monde parce que les transactions de ces grands pays-là étaient demandées à travers le monde. Donc, leur monnaie s'imposait à travers le monde. C'est pour ça que dans les années, au XVIIe siècle, l'empire, le Dutch, les Hollandais dominaient le monde, ok? Parce qu'ils dominaient le secteur maritime.
Et le Dutch Guilder était la monnaie acceptée surtout dans les zones, dans les pays européens, les pays occidentaux. C'était le Dutch Guilder qui dominait l'économie. C'est ça qui était la monnaie qui dominait, dominatrice. OK? Et quand les Dutch ont perdu leur puissance, après, les Espagnols ont dominé avec du temps. Ils avaient le Spanish dollar. Le dollar espagnol a dominé pendant un moment. OK? Et après, les Anglais ont pris, avec le sterling, la dominance, je crois que c'était du 18e siècle jusqu'au 20e siècle. C'était le sterling qui dominait à travers le monde. OK? Avec l'Empire britannique. OK? Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont take over avec le dollar américain. OK? Quand le dollar américain a take over, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en termes de réserves, de réserves nationales et internationales, pour créer un dollar, il fallait qu'il y ait une contrepartie en or. Donc, l'or était la monnaie phare et le dollar était créé par rapport à la quantité d'or qui existait. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'en 1971, avec l'expansion de l'économie et la difficulté des Américains à continuer à utiliser l'or comme contrepartie pour le dollar, on a commencé à imprimer le dollar. Avant ça, on a commencé à imprimer le dollar de manière incalculable. Donc, les pays qui déposaient leurs réserves d'or aux États-Unis pour pouvoir avoir le dollar ont commencé à demander qu'on leur retourne leur or. Alors, les Américains, sachant qu'ils ne pouvaient pas retourner leur or par correspondance avec le dollar américain, ils ont décidé d'accepter le système de parité entre le dollar et l'or. OK? C'est là que les talons d'or disparaissent totalement. Donc, en 1971, je crois que c'était en 1971, je peux me tromper des dates, l'or n'est plus, la contrepartie du dollar par rapport à l'or disparaît. OK? Et les pays qui voulaient avoir accès à leur or, c'était ont perdu leur or parce que il y avait plus de dollars que des quantités d'or disponibles. Donc, les Américains utilisaient leur puissance pour pouvoir casser ces réclamations-là. OK? Et le problème continue à naître avec le temps. On a commencé à parler d'inflation et pourquoi? Parce que avec le temps, comme l'or ne correspondait pas comme le dollar créé ne correspondait pas à la quantité d'or existante, les États-Unis imprimaient juste les dollars pour leur politique monétaire, sans contrepartie. Ça a commencé à créer l'inflation à travers le monde, à travers le monde et à travers le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflation parce que il y a peut-être dès 1944, avec un dollar, vous pouviez peut-être vous acheter, je peux dire, une chaise. OK? Mais avec un dollar aujourd'hui, vous avez de la peine à vous acheter un morceau de pain. Donc, c'est ça l'inflation. Ça veut dire qu'avec le temps, la valeur du dollar se déprécie par rapport au bien. OK? C'est ça l'inflation, en quelque sorte. OK? Donc, ces systèmes-ci ne fonctionnent pas. Ces systèmes monétaires ne fonctionnent pas. C'est pour ça que, avec la crise des subprimes aux États-Unis, Satoshi Nakamoto, avec la crise des subprimes, qui a été caractérisée par la circulation excessive du dollar dans le système américain, parce que les gens prenaient ces dollars américains pour pouvoir réinvestir dans la société. OK? Donc, ça a créé un bulle. Et comme ça a créé un bulle, la bulle a explosé, ça a créé la crise des subprimes aux États-Unis. OK? Je sais que c'est un peu complexifié, mais je vais simplifier. Plus je vais parler, plus je vais simplifier la conversation. Donc, c'est là que la blockchain, le Bitcoin est créé en 2008, OK, pour pouvoir compenser cette histoire qu'on appelle le dollar américain. C'est quoi le Bitcoin là? Maintenant, on parle de blockchain. Il y a 21 millions de Bitcoins. Il y aura 21 millions de Bitcoins au total. Donc, ça montre déjà la rareté du produit Bitcoin. OK? Maintenant, le Bitcoin est utilisé comme monnaie parce qu'avec sa rareté, ça va permettre aux individus d'avoir un contrôle de la circulation réelle de l'argent dans l'économie mondiale. OK? Ça veut dire quoi? Certaines personnes disent que on accepte le dollar parce que il y a une puissance économique et une puissance militaire autour de ça. Comme je vous ai donné tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le dollar, mais le dollar américain n'est pas la première monnaie mondiale. OK? Il y a eu le Dutch Guilder,
il y a la livre sterling. Même si le dollar américain disparaîtra. OK? Donc, la valeur qu'on donne à une monnaie, ce sont les individus comme nous. Ce sont les coopérations, les entreprises qui donnent de la valeur à une monnaie. Si les individus décident de ne plus donner de la valeur à une monnaie, la monnaie perd totalement son utilité. Vous avez vu pendant la guerre en Irak, vous avez vu comment on appelle ça, la monnaie, je me souviens plus de la monnaie irakienne. La monnaie irakienne a disparu quand Saddam Hussein est mort. OK? Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe en Argentine. Leur monnaie ne vaut absolument plus rien. Et c'était le cas avec le Zimbabwe. Donc, quand les gens ne prêtent plus attention à votre monnaie, elle n'a plus de valeur. Parce que certaines personnes disent que pourquoi on devrait accorder de l'importance à la blockchain. Les gens commencent de plus en plus à accorder de l'importance au Bitcoin parce que c'est une monnaie qui est contrôlable, c'est une monnaie qui est décentralisée, c'est une monnaie, c'est ce qu'on appelle un livre comptable. Ça veut dire que toutes les dépenses qui se passent à travers la blockchain, à travers le Bitcoin, est traçable. On ne peut pas créer plus de 21 millions de bitcoins. Il faut une certaine limitation à la création de la monnaie. Quand vous imprimez, vous ancrez dans un sous-sol, vous imprimez cette histoire-ci sans contrepartie. Ça n'a aucune valeur, c'est du papier, les gars. La valeur qu'on donne à cette histoire-ci, c'est nous qui la donnons à la monnaie. OK? Donc, avec le bitcoin, ça apporte un autre système financier plus sophistiqué, plus contrôlable, plus décentralisé. Et on sait combien de monnaie est en circulation et on peut craquer ces dépenses-là. Avec cette histoire, vous ne pouvez rien craquer. OK? Donc, c'est ça l'important de la première importance de la blockchain en tant que monnaie et en tant que currency. OK? Maintenant, je vais parler d'un deuxième exemple. Le deuxième exemple, quand les Africains parlent le plus souvent, c'est au niveau des transactions, au niveau des transferts d'argent. Au Cameroun, par exemple, quand vous faites des transferts d'argent, par exemple, avec Momo, Mobile Money, les Mobile Money Transfer, vous voyez, par exemple, quand vous avez de l'argent, on vous charge un certain pourcentage sur le transfert d'argent que vous avez fait. Je sais, souvent, quand je fais des transferts, je sais que si je vous envoie peut-être 100 000 francs CFA à un individu, la personne ne reçoit pas 100 000. La personne reçoit 95 000 parce qu'il y a des frais associés à ces transactions-là que les fournisseurs de ces services-là retiennent. OK? Et ces frais-là sont excessifs. Et ces frais-là, le plus souvent, sont un pourcentage pas fixe de la transaction que vous effectuez. Si vous envoyez, par exemple, si vous envoyez dans une fourchette, par exemple, je prends d'autres institutions internationales comme MoneyGram, Western Union, quand vous faites un transfert, je peux me tromper du pourcentage que vous devez payer, mais si vous faites peut-être un transfert de 100 dollars, quand vous faites un transfert de 100 dollars, on va vous dire peut-être les frais de ces transferts, c'est 5%. Mais si vous faites un transfert d'1 million de dollars, on commence à vous dire que les frais de cette transaction, c'est 10%. Donc, en principe, les frais ne sont pas liés au système qui supporte ces transactions-là. Les frais sont liés au montant que vous envoyez. Avec la blockchain, ce n'est pas le cas. Avec la blockchain, si vous envoyez, par exemple, avec le Bitcoin, par exemple, comme je donne l'exemple du Bitcoin, si je fais une transaction de 100 dollars avec le Bitcoin, dépendamment du trafic du système, de la congestion du système, je peux peut-être payer 5 dollars de frais de transaction pour les 100 dollars dont je fais la transaction. Néanmoins, si je fais aussi une transaction de 100 000 milliards de dollars à cet instant-là, je vais toujours payer 5 dollars. Donc, ce n'est pas proportionnel à la quantité d'argent que j'envoie. Ce sont les frais du système, de maintenance du système que je paye. On va avoir une grande différence. OK? Donc, la blockchain va faciliter les transactions interfrontalières entre les pays, entre les individus. OK, je suis ici, je peux transférer de l'argent à Abidjan et je ne paye pas beaucoup d'argent. Je paye juste les frais de maintenance du système, ce qui est minime. Avec le temps, ça va devenir insignifiant. Quand le système va se développer, les frais deviendront presque zéro. Il y a des blockchains qui travaillent dans ce sens-là. Nous sommes encore à une période d'inception. Nous sommes à l'époque de l'Internet dans les années 90. Okay? Le système va s'améliorer et quand le système va s'améliorer, ça va bouleverser tout. Tout, tout, tout. Et en parlant de bouleversement, je vais vous donner le troisième exemple. Okay? Ça, c'est un chéquier. Ça, c'est un chéquier.
Si je veux payer peut-être un service ou un bien avec ces chèques, ok? Je coupe ces chèques, je remplis les informations de mon compte, par rapport à mon compte bancaire, ok? Je signe et je le remets à l'individu. Et l'individu prend ce chèque, il va à la banque, ok? Quand l'individu se rend à la banque, qu'est-ce qui se passe? L'individu remet le chèque à un caissier. Le caissier s'assure que le chèque est authentique. Le caissier s'assure que le client est le client qui a le compte, à travers lequel on doit déposer ce chèque. OK? On appelle ça KYC. Quand le caissier fait ça, on appelle ça le KYC, Know Your Customer, connaître ton client. OK? Donc, la personne va sortir une carte bancaire, par exemple, introduire dans un système, ancrer son numéro de code pour qu'on l'authentifie. Et la personne peut aussi sortir une carte nationale d'identité ou un passeport pour que le client puisse l'authentifier, pour que le caissier, la banque puisse l'authentifier. Vous voyez, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on est dans certaines banques, vous voyez un long rang. Parce que il faut authentifier la personne, il faut vérifier que le chèque est bien, tout ça, toutes ces informations. OK? Maintenant, quand la personne va dans sa banque, si par exemple, ma banque n'est pas la même banque que la banque de mon fournisseur de services, OK? Ou de la personne à qui j'ai remis le chèque. Donc, la banque, le caissier n'a même pas accès, la banque n'a même pas accès à mon compte en ce moment-là. Et la personne n'a même pas accès à mon compte parce qu'il n'a pas le droit d'avoir accès à mon compte en cet instant. OK? Donc, quand le caissier reçoit ces chèques-ci, le caissier n'est pas sûr que j'ai de l'argent dans mon compte. Donc, le caissier ne peut pas créditer directement le compte de cet individu-là. OK? Il prend juste le chèque comme garant que j'ai de l'argent. Mais il y a des chèques qui bouncent, il y a des chèques qui ont le non-sufficient fund, qui bounce. Je ne sais pas comment dire ça en français, les gars. Bounce. Bon, qui n'ont pas de l'argent, OK? Dans le truc. Donc, c'est pour ça que on ne crédite pas directement le compte de cet individu-là. OK? On ne le crédite pas. On prend ces chèques-ci. Le caissier va prendre ces chèques-ci, mettre écrit dans le système que si c'est par exemple 1000 $, donc là, on va mettre 1000 $ en haute, en retenue. Donc, cet argent ne sera pas disponible à cet individu-là pendant une certaine période de temps. Et au Canada, c'est 5 jours. OK? Vous voyez un peu le temps que ça prend. Déposer le chèque, authentifier la personne, s'assurer que le chèque est authentique et autre. OK? Maintenant, quand tout est fait, la personne se retire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la banque? OK? Il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation, ce qu'on appelle clearing house en anglais. Donc, maintenant, le back-office de la banque, OK? Les administrateurs de la banque vont prendre le chèque qui a été déposé. Ils vont voyager ou bien ils vont voyager dans ce qu'on appelle se rencontrer dans ce qu'on appelle une chambre de compensation où tous les banques se rencontrent. Ma banque va recevoir le chèque que j'ai déposé pour valider que non, cette personne que Christian a de l'argent dans son compte et on va prendre pour pouvoir faire le transfert de ma banque à la banque de cet individu et maintenant de la banque de cet individu, la banque va faire ce transfert dans son compte. Maintenant pour enlever le retenu, le hold qui était là au départ pour qu'il ait de l'argent. Toute cette étape-là prend environ au Canada 5 jours. Canada, un pays développé, soit dit développé. Okay? Ça prend 5 jours. Vous voyez que ce n'est pas un système, le système actuel n'est pas un système efficient. Ce n'est pas un système effectif. Ça prouve ses limites avec la population qui ne fait que grandir, avec la complexification des transactions, avec la croissance du commerce, du business et autres. Ça devient un système obsolète. Maintenant, il faut un modèle transitionnel. Et ce modèle transitionnel, c'est la blockchain. Maintenant, je vais vous refaire la même activité avec un système comme Ethereum ou Solana. OK? Là, on parle des smart contracts. Si j'ai un fournisseur de services, si j'achète une marchandise, OK?
Maintenant, nous avons un système de blockchain. Ça peut être un chèque virtuel à travers la blockchain. J'ai dit, je paye telle personne directement. Maintenant, les smart contracts, qui sont en quelque sorte des algorithmes, qui sont en quelque sorte des codes, on écrit peut-être le rôle du caissier, le rôle du KYC. Donc, ce système est instantané et ça se passe en quelques secondes. OK? Donc, la personne reçoit son argent en moins en des fractions de secondes parce que tout est automatisé, tout est computé. Ce sont des algorithmes, ce sont des codes qui sont écrits, programmés pour pouvoir faire le rôle de tout ce que je vais signer, ce que je vous ai cité là en 5 jours. Ça s'est fait en une fraction de seconde. Avec la complexification du système monétaire à travers le monde, personne ne peut ignorer l'importance de la blockchain, les gars. Et maintenant, parlons des coûts. Il y a le coût du caissier. Il y a le coût pour maintenir le système informatique de la banque. Il y a le coût du voyage, se déplacer, aller dans la chambre de commerce, de la chambre d'arbitrage ou bien de compensation des chèques. Il y a les risques de transport, il y a les assurances, il y a tout. C'est ça qui fait à ce que une transaction comme celle-ci, traditionnelle, coûte excessivement cher. Alors qu'une transaction à travers le système smart contract, à travers la blockchain, coûte absolument rien. C'est des fractions de cents. Et la rapidité, n'en parlons pas parce que c'est instantané. Donc, pour ceux qui disent que les crypto-monnaies, la blockchain, ce sont les scams, ils vont se réveiller un matin, ils vont se retrouver en train de vivre dans la blockchain. Et ceux qui ont investi maintenant là vont avoir le laugh-laugh. On va rire d'eux parce qu'ils sont dans un coma. Et quand ils vont se réveiller, les gars, ils vont se retrouver 100 ans en arrière. OK? C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous dire, les gars, l'opportunité de la blockchain est immense. Et il n'y a rien au monde qui pourra stopper ça. Même les Américains qui vous disent la blockchain, sont en train de travailler en catimini pour trouver comment ils peuvent l'utiliser. Ils en ont besoin. Là, je vais finir avec les élections qui arrivent aux États-Unis. Quand on fait les élections aux États-Unis, on ouvre les bureaux, je crois, à 8 heures, je sais pas. Et puis, vers minuit, le lendemain, on donne les résultats. Donc, ça prend, disons, environ 20 heures et puis on connaît qui est le gagnant. Et s'il y a peut-être certaines contestations dans certains États, bon, on attend peut-être 3 jours dans les résultats. Les gars, je vous dis une chose. Si on fait les élections américaines sur la blockchain Solana ou Ethereum ou Avalanche ou Cardano, où chaque individu a un code spécial private key ou un public key, et cette personne va dans le système, il dit je choisis Biden, je choisis Trump. Quand il veut, on aura les résultats live en des fractions de secondes. Ça, ce sont des use cases. Ça veut dire qu'il y a des milliers de use cases. Je vous donne juste des exemples simples pour pouvoir réveiller la conscience de ceux qui en doutent toujours. Et ceux qui pensent que c'est juste une opportunité d'investissement, oui, c'est une opportunité d'investissement. Moi, j'aime ça pour les investissements. Mais j'ignore pas son importance intrinsèque dans la transformation du monde futur. C'est pour ça que quand je parle dans la chaise salariale affranchie, de vous concentrer sur les fondamentaux, parce que ce sont les fondamentaux qui transformeront votre vie, la vie de vos enfants, la vie des générations de vos enfants. OK? J'espère que cet exemple a été clair par rapport à la blockchain. Et comme je le dis toujours, si vous avez des questions, je suis là pour vous éclairer. Bonne soirée. Ciao.